Allez, maître, bonjour. Bonjour. Nous allons vraiment aller avec vous sur un thème qui est très épineux, très important. On parle de plus en plus d'état de droit dans nos pays en voie de développement ou dans les pays dits développés, l'état de droit. Mais avant même d'en arriver à la question sur l'état de droit, hier, avant-hier, la semaine passée, en tout cas quand on préparait l'émission, je fais un peu un panorama des édifices. On dit que la justice est le troisième pouvoir, c'est cela. Mais il n'y a pas de bâtiment dans notre pays, par exemple, qui impose, qui montre la puissance de la justice. C'est vrai, il y a le palais de justice, mais c'est le tribunal. La Cour suprême, qui est le summum de la justice, n'est pas représentée au niveau des infrastructures. Est-ce un signe? Est-ce un signe Un par rapport au signe, sujet que nous abordons aujourd'hui? peut-être parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des signes représentatifs de la force de la justice dans un pays, et particulièrement en Côte d'Ivoire, où nous avons une Cour suprême qui doit être bien représentée par un édifice qui fasse pâlir les jalousies des autres pouvoirs de l'État. Nous avions espéré que, avec le transfert de la capitale à Yamoussoukro, on nous réserve une place de choix pour que lorsque quelqu'un se retrouve devant une bâtisse comme celle de la Cour suprême future, j'espère que ce sera ainsi, il puisse dire « Ah, la justice, c'est un grand monument, la justice mérite d'être vécue de cette manière-là ». Ok, on va revenir maintenant au corps du sujet, au corps plus basique de ce qui nous reçoit, qui nous rassemble ce matin, l'état de droit. Avant d'arriver à l'ESPER, nous allons aller prendre les avis dans la rue, l'homme lambda, l'ivoirien lambda, qu'est-ce qu'il pense de l'état de droit? C'est quoi pour lui? On y va. Le droit, c'est un mot qui est assez complexe et assez profond. Et surtout, étant ivoirien, ce que nous voyons et ce que nous vivons ici en Côte d'Ivoire, le droit, il n'est pas appliqué à 100%. Et pourquoi? Parce que quand on parle d'un droit, il est appliqué à tous les citoyens. Alors, quand on voit certaines formules qui sont utilisées, où le droit devait être appliqué, qui n'est pas appliqué, déjà, il y a un peu de doute. Donc, pour résumer, c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, certes, le droit, il est utilisé, mais pas à 100%. Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent une société à un moment donné. Donc chaque État se donne des règles selon ses besoins, selon ce qu'elle sent à une époque donnée, à un moment donné, pour faire face à certaines situations. Est-ce que le droit est respecté? Il est prôné, et les politiques disent que nous sommes dans un état de droit. Mais il y a ce qui est et puis il y a ce qui est fait. Comme me dit un de mes enseignants, entre le texte et le contexte, il y a un grand trou. Il y a le texte, ce que disent les textes, ce qui est proclamé, mais la réalité nous donne de voir autre chose. Les prisons sont occupées, donc il y a des jugements qui sont rendus. Bon, c'est pas à 100%, hein, mais quand même, le jugement est rendu. Comment on appelle ça? Les tribunaux fonctionnent et il y a des arrestations, bon, des jugements. Maintenant, comme on ne connaît pas tous les dossiers, hein, on ne sait pas tous les dossiers, bon, et puis tous les jugements qui sont rendus, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, non. Le droit n'est pas respecté. Parce que là, c'est simple, quand nous voyons ce qui se passe dans le pays présentement, nous voyons que le droit n'est pas respecté. Parce que c'est un abus de pouvoir, en quelque sorte. Le plus fort piétine le plus faible. Quand le plus fort, même s'il n'a pas raison, mais étant fort, on lui donne raison. C'est un peu cela. Sinon, le droit, en Côte d'Ivoire, je pense que le droit n'est pas respecté. C'est un peu ça. Pour des petits délits qui sont automatiquement mis à la maca et d'autres, tout le monde voit sur les écrans, qui agressent verbalement les gens et puis ça reste comme ça. Bon, vous savez, hein, on a vu tout récemment un député qui, pour un texte qu'il a mis sur Facebook, a été mis en prison. Et on a vu d'autres députés aussi, de la même assemblée là, qui ouvertement devant toute la nation a insulté les gens, puis c'est resté comme ça. Okay. Alors,
Maître, dites-nous, l'état de droit, c'est quoi, au juste? L'état de droit, c'est un système institutionnel qui soumet la puissance publique à la primauté du droit. C'est un système dans lequel on estime que chacun est soumis à la loi et chacun ne doit ignorer la loi. Alors, quelle est la finalité recherchée par l'exigence d'état de droit, de l'état de droit? L'état de droit fait partie de la gouvernance. L'objectif fondamental, c'est d'amener la paix dans la société. C'est ainsi que, je vais vous donner un exemple précis. En 2000, il y a eu des élections présidentielles aux États-Unis. Il y avait deux compétiteurs au final, George Bush pour le camp républicain, George Bush fils pour le camp républicain, et Al Gore pour le camp démocrate. Et finalement, la détermination du vote se faisait au décompte des voix en Floride. La tension sociale était de plus en plus haute et on risquait une implosion de l'État. Il a fallu que la Cour suprême, saisie par certains recours, tranche la question juridique et arrête la computation des bulletins de vote et le pays s'est rallié. La paix a été instaurée par le droit. C'est ça un état de droit. Un état de droit, c'est quand la paix s'instaure par le droit. Par le droit. C'est-à-dire le droit équilibre. Voilà, le droit équilibre, tout le monde se soumet au droit et c'est la primauté du droit qu'il faut dans les rapports entre les hommes et avec les institutions. Alors, quelle est la garantie de l'état de droit dans la pratique judiciaire? Dans la pratique judiciaire, nous estimons simplement que c'est un procès équitable rendu dans des délais raisonnables. Parce que la justice n'est plus la justice quand elle arrive trop tard. Et les garanties du plaideur, c'est par exemple la présomption d'innocence. On explique que même lorsque vous découvrez que quelqu'un avait un revolver fumant au pied d'un homme, un cadavre ensanglanté, et que vous avez la certitude que la raison de ce décès est le fait du tir de cette arme, il faut lui accorder la présomption d'innocence et qu'il puisse se faire entendre par une justice tout à fait équitable. Donc c'est un peu la pratique. Alors, maître, quels sont les principes relatifs à une bonne administration de la justice? Bon, pour une bonne administration de la justice, il y a des principes qui sont des principes directeurs des procès. Lesquels? L'un des principes directeurs du procès, c'est le double degré de juridiction. Aujourd'hui, on peut dire le triple degré de juridiction. Si vous êtes passé devant un premier juge et vous n'êtes pas satisfait, alors on vous donne la possibilité de saisir un juge d'appel. Le juge d'appel, si vous n'êtes pas satisfait, vous allez saisir la Cour de cassation. Alors, au départ, on parlait de double degré de juridiction, maintenant on peut parler d'un triple degré de juridiction, puisque la Cour suprême a la possibilité de reprendre tout le dossier. À l'époque, elle tranchait la question uniquement en droit. Aujourd'hui, elle reprend le dossier, elle l'évoque, le dossier, comme on le dit, sur le plan technique, et elle statue au fond du dossier. En plus, en dehors de cela, en dehors du double degré de juridiction, il y a la publicité des débats. La justice se fait transparente. Elle accueille tout le monde, les portes sont ouvertes et les débats se font en présence de tout le monde. Tout à l'heure, il y a une personne dans le micro-rue que nous avons réalisé qui disait un député a fait un texte, il a été incriminé, un autre... Alors qu'on sait dans cette situation qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité des parlementaires, je sais pas, mais comment c'est possible? Comment on peut en arriver là? Mais si un député enfreint la loi, il est couvert par l'immunité. Oui. Il faut que le bureau de l'Assemblée nationale se réunisse pour lever cette immunité et proposer à la prochaine session, vraiment, et que le député soit vraiment poursuivi et que la procédure soit complète. D'accord. Alors, le cas évoqué par tout à l'heure celui qui est intervenant, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce cas-là. Alors, l'un des piliers de l'état de droit, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Qu'est-ce que ça recouvre, l'indépendance du pouvoir judiciaire? L'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est d'abord la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le juge est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est ainsi que dans la loi de 2000, la Constitution de 2000, le constituant a pris la peine de dire
que le pouvoir judiciaire existe, alors que jusque-là c'était l'autorité judiciaire, dit que le pouvoir judiciaire existe et le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et dans la Constitution de 2016, il a dit le pouvoir judiciaire est indépendant. À partir de cet instant, on peut rechercher dans les différentes dispositions de la Constitution quels sont les éléments qui permettent de dire que le pouvoir judiciaire est indépendant. Alors parmi ces éléments-là, on voit l'inamovibilité du juge, c'est-à-dire que le juge ne peut pas être affecté contre son gré. Un juge ne peut pas être affecté contre son gré. Ça, c'est l'inamovibilité du juge. Est-ce que c'est la réalité? Dans la réalité, on les affecte. On les affecte. Je suppose qu'on doit prendre leur avis avant de les affecter. Mais maintenant, si on ne prend pas leur avis avant de les affecter, c'est à eux de se plaindre. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du fondement, justement, de l'autorité du juge? Vous savez, c'est parce que les gens avaient besoin de la justice qui se sont mis pour la première fois en société. Absolument. Donc, c'est la première institution de la République en réalité. C'est la première institution de la République. Et le juge est d'autant plus fort que ces décisions sont assorties. Est-ce que nos juges sont forts en Côte d'Ivoire, selon vous? Est-ce qu'ils sont forts? Vous qui les côtoyez au quotidien, qui les affrontez, entre guillemets, au quotidien en tant qu'avocat, est-ce que nos juges sont forts, avec F majuscule, dans notre pays? Les juges, on peut considérer que, par la panoplie des textes qui existent en leur faveur, ils peuvent être forts. Mais ça dépend de l'esprit du juge lui-même. Ils peuvent être forts. Ils peuvent être forts, ça dépend de l'esprit lui-même. Ils ne sont pas toujours forts, évidemment. Maître Isorni disait que lorsque la justice juge le politique, elle n'est jamais juste. Quel que soit le pays, quel que soit le siècle. Justement, l'état de droit parfois se vérifie à l'aune du comportement de l'appareil judiciaire face aux politiques. Ça, c'est un vieux débat. D'ailleurs, je rappelle que vous sortez un livre qui est très, très évocateur, Les grands procès de la République sous l'ère au Houphouët-Boigny, un livre très intéressant que je recommande à tous ceux qui sont férus d'histoire et de justice, soit dit en passant. Alors, comment gérer ça au quotidien par rapport à la politique? Le politicien qui voit d'un mauvais œil, qui peut voir d'un mauvais œil que la justice soit trop indépendante. La preuve, on n'a même pas de bâtiment qui consacre la grandeur de la justice. Comment ça se fait au quotidien? Est-ce que ce n'est pas un frein lourd à ce que l'état de droit soit vraiment une réalité? Comme je le disais, lorsque la justice s'est amenée à connaître des questions fondamentales qui concernent la politique, on a le sentiment que l'exécutif a tendance aussi à se faire entendre au sein de la justice. C'est vrai que l'exécutif a pour lui le procureur de la République. Et le procureur de la République, en quelque sorte, porte la voix de la société. Le procureur de la République, il est aux ordres ou il n'est pas aux ordres? Parce que c'est en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Oui, le système pas seulement en Côte d'Ivoire. Le procureur de la République est aux ordres. Le procureur de la République est aux ordres, il a le droit de dire ce que l'administration lui fait savoir. Donc le procureur de la République est aux ordres, mais ce n'est pas ça qui détermine l'indépendance du juge ou non. Le juge est indépendant parce qu'il décide d'être indépendant. Si vous avez consulté cet ouvrage, vous allez voir que dans certains procès, les juges ont assumé leur indépendance. Oui, au péril parfois de leur carrière. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas encore fini, mesdames et messieurs. On va revenir à Maître Louis Metton dans quelques instants pour poursuivre ce débat très intéressant. Mais avant, il y a juste un témoignage à vous proposer. J'ai travaillé pendant 2 ans chez un monsieur. Et ce monsieur s'est foutu de moi. Il dit, moi, je n'ai pas l'argent, je ne suis rien, il n'est rien, je suis pauvre fille. Moi, j'ai quel argent pour avoir un avocat? Lui, il a son avocat, il s'en fout. Et il a eu à verser de l'eau de javel sur moi, tout ça là. En tout cas, beaucoup de choses qui se sont passées. Il n'a pas payé, même salaire, ce qu'il me donnait comme salaire là même, ça ne vaut même pas la peine. Il faisait en tout cas, il nous insultait pour finir même à faire des injures. Il était devant ses clients, il nous insultait, il nous menaçait. Donc c'est dans ça, il nous a renvoyés. Moi aussi, il est convoqué à l'inspection du travail. Il a porté plainte. Il a dit que lui, il a envoyé son avocat, on a causé, il a expliqué à son avocat il va aller le voir pour qu'il paie mes droits. Il dit que lui, il est en train de mener enquête contre moi. Quelle enquête? Il cherche, il ne voit pas. En tout cas, vraiment, je suis découragé parce qu'ils savent que nous sommes pauvres. Ils vont faire de nous ce qu'ils veulent. En tout cas, vraiment, je suis désolée. Ça fait pitié, quoi.
Alors, ça pose un problème, si j'ai bien entendu, ça pose un problème entre guillemets, des petites gens qui n'ont pas la chance de gagner des procès. Surtout dans nos pays en voie de développement. C'est vraiment récurrent. Quand on n'a pas de moyens, est-ce que la justice s'occupe de nous? C'est ça aussi. Oui, mais parce que la dame, elle parle de ne pas avoir d'un avocat, si j'ai bien compris. Elle n'a pas eu d'avocat, l'adversaire avait un avocat, donc comme ils avaient les moyens, ils ont pu gagner le procès. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous n'avez pas un avocat, vous pouvez vous adresser au ministère de la Justice, où vous allez bénéficier d'une assistance judiciaire. Beaucoup ne savent pas ça, malheureusement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous adressez au ministère de la Justice, il y a une commission qui siège et qui vous affecte un avocat. Ce qu'on appelle les commis d'office. Voilà, ils sont commis d'office. Le bâtonnier de l'ordre des avocats va choisir un avocat qui va vous suivre. Et tous vos actes seront gratuits. Donc ça existe, c'est-à-dire qu'on prévoit un système pour prendre en charge les personnes qui sont en état de nécessité, mais qui ont droit à la justice comme les autres. Maître Métan, est-ce que nous sommes dans un état de droit en Côte d'Ivoire? Nous sommes en progrès. Nous sommes en progrès. On ne peut pas dire que nous sommes dans un état de droit tout à fait comme l'exemple que je vous ai donné sur les États-Unis. Mais je pense que nous sommes. Est-ce que les juges, les avocats sont épanouis dans notre pays? Moi, j'estime que je suis épanoui. Mais évidemment, je connais quand même de grandes déceptions. Vous pouvez bien le dire, vous êtes libéral. Non, mais je connais aussi de grandes déceptions. Parce que de toute façon, même si je suis épanoui, je regarde le cheminement de la justice dans mon pays. C'est pour ça que je fais cette étude. Je regarde le cheminement de la justice. J'ai des cas de déception, comme j'ai des cas de joie. Et des éléments qui me permettent d'espérer que la justice va s'affiner de plus en plus. On dit que les avocats, les juges en Côte d'Ivoire sont très bons, sont parmi les meilleurs d'Afrique. Mais le problème, ils commencent à se gâter, entre guillemets, quand la politique se frotte à eux. C'est vrai? Non, mais vous savez, dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau vous nous apprend que le fort n'est jamais le fameux contrat social. Ah oui, le fort n'est jamais le maître tant qu'il ne change pas son droit, tant qu'il ne change pas son autorité en droit. Et l'obéissance en devoir. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'on dit que l'exécutif cherche toujours à pénétrer la sphère judiciaire lorsqu'un procès l'intéresse. Et pourquoi c'est si facile que parmi vous, dans les membres de la sphère judiciaire, d'autres prêtent le flanc et flirtent avec l'exécutif à outrance, pour parler comme certains? Vous dites à outrance, je ne sais pas si c'est vraiment à outrance, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs politiques, parfois, dans la justice, et ça existe un peu dans tous les pays. Mais il faut que les juges s'assument. Et il y a des juges qui se sont assumés parfois, au péril de leur carrière, mais il faut qu'ils s'assument. Et c'est possible. C'est pour cela que j'ai fait cette étude pour montrer qu'il est possible pour un juge de s'affranchir et de dire oui, je rends la décision. D'autant plus que la loi dit que le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Et c'est à lui que revient de garantir les libertés essentielles. Vous dites que l'état de droit est en progrès en Côte d'Ivoire. Si vous deviez noter ça sur 10, vous, militant ardu des droits de l'homme, qu'est-ce que vous auriez dit? Non, je ne vais pas le chiffrer. Je vais pas le chiffrer. Ce que je vais dire, c'est que je vais vous donner des... Vous parlez de progrès constant ou progrès alternatif? Je parle de progrès. Constant ou alternatif? Avec quelques ricochets. Donc alternatif, sur courant alternatif. Ce que je veux dire simplement, c'est que, vous savez, par exemple, quand on dit que le juge est garant des libertés individuelles, les décisions prises par l'administration sont soumises parfois au juge parce que certains justiciables sont mécontents de ces décisions. Et le juge les annule. Et il est arrivé que le juge pénètre des sphères qui étaient totalement inviolables. Je prends par exemple le cas, en matière immobilière, les titres fonciers. À l'époque, on ne pouvait pas attaquer les titres fonciers. Mais à un moment déterminé, le juge administratif a dit, mais après tout, le certificat de propriété foncière est un acte administratif. On doit pouvoir le déférer devant nous et on doit pouvoir censurer tout à fait. Un acte irrégulier. Et c'est comme ça qu'on protège les citoyens. Mais comme ils ne le savent pas, nous n'avons pas le système, nous n'avons pas développé la communication au niveau de la justice pour que les gens sachent ce que le juge fait et ce que font les avocats et tous les auxiliaires de la justice. C'est pour ça que, bon, vous voyez, aux États-Unis, dans chaque film, on trouve un intermède.
pour un passage à la justice. Tout à fait. C'est comme ça que la justice, petit à petit, a pénétré le cœur et que les Américains s'en remettent aux juges lorsqu'il y a une situation particulièrement difficile. Je vous disais tout à l'heure que la Cour suprême a tranché et le pays s'est rallié. Merci beaucoup. Et puis moi, j'ai une pensée pour les juges israéliens qui sont parmi les plus indépendants au monde. En Israël, vraiment, un juge a une puissance insoupçonnée. Hein. Je ne sais pas si ça arrivera un jour dans notre pays. En tout cas, c'est le mot qu'on puisse souhaiter. Non, mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que... Terminer. Vous savez, le pouvoir judiciaire, il est puissant. Je vous disais tantôt que c'est pour recevoir. Je vous disais tantôt que c'est pour recevoir de justice que les hommes se sont mis en société. Mais au-delà de ça, on dit que le juge est inamovible. Ce que nous souhaitons, c'est que le juge soit totalement indépendant par sa progression même. Que la Cour, par exemple, que le Conseil supérieur de la magistrature soit l'affaire de ce juge. Robert Badinter disait, quand on l'a nommé au Conseil constitutionnel, il a dit au président de la République, vous m'avez nommé, j'ai envers vous un devoir d'ingratitude. Oui. Merci beaucoup à vous, Maître Louis Mettant, ancien bâtonnier qui nous faisait l'honneur d'être en notre compagnie aujourd'hui pour parler de l'état de droit. Je rappelle qu'il est l'auteur d'un livre très intéressant que j'ai décortiqué, Les grands procès de la République sous l'ère Houphouët-Boigny. C'est un véritable condensé de témoignages, la marche de la justice dans notre pays. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci d'être